de la BCU, Madame Angélique Boschung, pour cette introduction et à ma collègue aussi, Clémentine Cuvit, pour son support technique des médiations. Elle m'aidera justement à gérer vos interventions et partages lors de cette soirée des projections des diapositives. C'est un peu une révisitation des anciennes soirées diapos qu'on faisait quand on était, moi, en tout cas, quand j'étais petite, avec, par le biais des nouveaux moyens de communication tels qu'on connaît maintenant, Teams, Zoom, auxquels on a pris l'habitude dans cette dernière période. Mais vous verrez, ce concept de soirée diapo, je pense, ça peut se prêter assez bien, au moins je l'espère. Alors, on commence tout simplement avec du basique. Alors, je vais partager mon écran. Donc, et voilà le diaporama qui va commencer. Alors, est-ce que vous m'entendez? Je pense bien. Et est-ce que l'écran est partagé correctement? D'accord, le check est bon. Ben alors, on commence. À cette époque où les voyages à l'étranger deviennent quasiment impossibles, alors l'ABCU et moi, nous essayons de vous faire rêver, de vous immerger, de vous faire interagir avec ces magnifiques images que nous allons voir. Et c'est avec un très grand plaisir que je vais vous accompagner dans ce voyage en Orient au sein du fonds photographique de Léo et Micheline Hilbert, conservé à la BCU. Et tout cela est aussi pour rendre hommage à Léo Hilbert, juste 35 ans après sa mort, qui a eu lieu en 1986. Donc, avant de commencer vraiment à voyager, j'aimerais juste faire une petite introduction au fonds photographique. Et avec la donation des archives de Léo et Micheline Hilbert Chapuis, la BCU s'est enrichie d'un fonds photographique de première importance. Il s'agit d'un patrimoine iconographique original et éclectique, local et international, d'environ 150 000 images entre négatifs, diapositives, planches contact, tirages photos et documents divers. Le fonds a été généreusement remis à la BCU en novembre 2010 par son détenteur, M. Robert Chapuis, deuxième mari de Micheline Hilbert. Son souci était de sauvegarder, conserver et mettre en valeur ce fonds photographique. C'est ce que nous avons fait en suivant toutes ces étapes que nous voyons ici dans ces schémas, c'est-à-dire en partant de l'identification des photos, l'inventorisation, le conditionnement, la sélection, ensuite la numérisation des photos sélectionnées pour après passer au catalogage qui permet finalement la mise en ligne dans le catalogue de la BCU, de la bibliothèque, et encore la commande directe des photos, on le verra tout à la fin, depuis le site internet de l'État, pour arriver finalement à la publication et à l'exposition dont Madame Boschung vous a déjà parlé et qui a eu lieu en 2017 avec justement Studio Hilbert, Léo et Micheline, photographes en mouvement. Et voilà les personnes dont on parle, Léo et Micheline, avec ces deux portraits et autoportraits. Alors, juste une petite bio pour comprendre un peu les personnages. D'un côté, Léo Hilbert, né à Lucerne en 1930. Il est le fils du conservateur du musée de beaux-arts de Lucerne et arrive très jeune à Fribourg pour faire son apprentissage de photographe chez Benedict Rast. On conserve également le fonds photographique à la BCU de Benedict Rast, qui est un maître photographe fribourgeois.
Charmé par la ville, Léo décide de s'établir et de créer en 1958, avec le soutien de sa première épouse Joséphine, son propre atelier de photographie juste en face de la gare. C'est au milieu des années 60 que Léo il est à la recherche d'une assistante pour les photographies de mode. Alors, il engage Micheline Cuoni, qui, après une formation de photographe à Montreux et à Lausanne, elle est aussi championne suisse de rock and roll et elle va devenir sa plus proche collaboratrice et ensuite son épouse. Micheline, désormais Hilbert, va bénéficier aux côtés de Léo d'une grande expérience, ce qui lui permettra de reprendre à la mort du photographe en 1986 le studio jusqu'à son propre décès en 2007. Le couple a été témoin d'une époque, en apportant une contribution majeure à l'histoire de la photographie fribourgeoise et suisse. Mais aussi, on va vraiment à l'international avec cette soirée. Dans ces cas, avant de partir en Orient, juste pour vous donner une idée du type de photos, de photographies qui vont mettre en place. Alors, on voit bien la transformation économique et sociale des années 70, l'époque des manifestations dans la rue, comme ici à Fribourg, avec cette manifestation à l'avenue de la Gare. On voit les changements dans le monde du travail en allant de plus en plus vers l'industrialisation et l'urbanisation. Ça, on l'a documenté dans la publication. Et aussi l'éruption de cette culture hédoniste et récréative de la mode, des nouveaux goûts qui changent. Alors, Hilbert marque le dépassement de la photographie humaniste des années 50, pour dire un peu à la Cartier-Bresson, pour aller de plus en plus vers les nouveaux modèles américains des éditions Still Life. Au niveau des touristiques, Léo Hilbert réalise des clichés imprégnés de l'esthétique de son temps. Il se consacre à la presse illustrée, mais surtout aux brochures touristiques et d'entreprises, aux catalogues d'exposition et aux livres d'art, ce qui Micheline va continuer. Il s'agit d'un équilibre bien dosé entre le mandat rémunéré de l'industrie et les travaux culturels qui répondent mieux à ses intérêts et à son éducation. Voici une série des clichés touristiques du canton avant de partir pour l'Orient. Donc, on voit le marché folklorique de Bulle, les cortèges à Fribourg, les molaisons enneigées, les habits traditionnels. Ou encore, toujours pour rester dans le tourisme, des affiches, il y en a deux affiches mandatées par la Société de développement de Fribourg au milieu des années 60 et en 1982 à droite. Donc, d'un côté, on voit le Fribourg aérien et de l'autre côté, le grand classique depuis le pont du milieu. Les affiches font également partie de la collection des affiches de la BCU. Mais petit à petit, on commence à voir l'Orient. Alors, Léo commence la collaboration avec la maison d'édition fribourgeoise Office du Livre parce qu'il est chargé du volet iconographique de l'encyclopédie du canton de Fribourg, parue en 1977. La maison, donc, il faut bien contextualiser cette maison d'édition parce que c'est vraiment un point central, en fait, très important pour ces voyages en Orient. Donc, la maison a été fondée à Fribourg en 1946 et s'occupe de la distribution, de l'exportation et de l'édition des livres.
Grâce aux activités diversifiées de l'Office du livre, Fribourg devient une plaque tournante du panorama éditorial national et international. En Suisse, l'Office du livre représente un nombre considérable d'éditeurs français et allemands, et à l'étranger, il exporte les ouvrages suisses auprès des milliers de clients dans plus de 50 pays dans le monde entier. Son service d'édition plurilingue se spécialise dans le livre d'art, avec un intérêt particulier pour l'Orient. Et ça est dû à Jean Hirschen, juif alsacien réfugié en Suisse pendant la guerre, qui n'est pas seulement l'éditeur, les directeurs de la maison d'édition, il est vraiment l'âme de cette maison d'édition. Jusqu'à sa mort en 1987, il enrichit le prestigieux catalogue de la maison de 500 publications reflétant ses goûts éclectiques et raffinés. Ces ouvrages, dont la plupart sont publiés minimum en 4 langues, sont entièrement fabriqués en Suisse et expédiés aux coéditeurs français, espagnols, suédois, anglais, japonais, italiens, etc. Je vous laisse vraiment le plaisir de venir ici à la BCU, surtout maintenant. On a installé un bibliothème qui est au rez-de-chaussée de la bibliothèque et vous pouvez les feuilleter, avoir du plaisir et emprunter ces magnifiques ouvrages parce que ça vaut vraiment la peine de les avoir entre ses mains ou encore les commander par les biais du catalogue. Donc, on voit ici dans ce slide, on commence avec la première collaboration de Léo Hilbert avec l'Office du livre, avec donc l'Encyclopédie du canton de Fribourg. Ensuite, ça va continuer avec Sculpture en Bourgogne, paru en 78. Et puis, on commence à voyager en Orient avec Splendeur du tapis persan, paru en 78 également. Kunst in der Türkei, paru d'abord en édition allemande en 1980. Ensuite, on verra le guide touristique de l'Égypte, les tapis de Chine. On va continuer avec la beauté des tapis d'Orient, paru en 83. On ira jusqu'en Inde avec les tapis des Andes, publié en 1984. Et puis, on va terminer encore avec les tapis du Caucase. Voilà, ça c'est tout ça qui est au menu ce soir. Et puis, juste pour s'orienter, voilà les pays du Moyen et de l'Extrême-Orient visités par les Hilbert entre les années 70 et 80. Donc, mandaté par l'Office du livre à partir des années 70, Léo et ensuite aussi Léo et Micheline, Hilbert voyagent dans le monde entier. Léo se consacre surtout à la photographie des tapis, des paysages, de l'architecture et des gens en Orient. Donc, on va partir. Destination Iran, Turquie, Égypte, Inde, Chine, des destinations Moyen et Extrême-Orient qui nous rappellent les voyages de Nicolas Bouvier aux années 50, bien sûr avec des buts différents. Les voyages du couple ne se limitent pas au mandat pour l'Office du livre, mais on va continuer justement ce voyage de ce soir en allant aussi à Singapour, au Qatar, jusqu'au Bahreïn. Le couple va témoigner le développement du tourisme globalisé en illustrant des brochures publicitaires d'hôtels ou encore l'exportation des produits fribourgeois suisses à l'étranger. Leur dernier grand voyage, dont on parlera ce soir, ce sera sur l'île indonésienne de Célèbes, l'actuelle Sulawesi, qui va inspirer un reportage insolite. Je vous laisse un peu de suspense parce que on commence finalement ce voyage et bienvenue en Iran. Avec Splendeur du tapis persan, l'auteur collectionneur Erwin Gans-Roedan publie avec l'Office du livre en 1978
avec ce livre, on commence les longs voyages en Orient de Léo Hilbert. Donc, toujours en 78, le livre bilingue français-persan sort aussi en allemand et 2 ans plus tard en anglais, toujours accompagné par le texte en persan et aussi par la préface de Farah Pahlavi, impératrice d'Iran. Donc ça, c'est quand même vraiment une donnée qui marque à fond ce temps euh, très, très important, très, très, très critique en Iran, juste avant la révolution guidée par Khomeini. Donc, on verra bien qu'entre-temps, Madame Farah, l'impératrice, sera exilée suite au renversement de la monarchie. Donc, et ici, c'est très intéressant, on voit Léo Hilbert à Téhéran, donc juste au milieu, entouré par des vendeurs de tapis, avec en haut le portrait du Shah iranien juste avant la révolution islamique de l'ayatollah. Donc ça sera, on voit bien, ça sera bien en voyage dans l'espace, bien sûr, mais aussi dans le temps qui rend, dans l'histoire, ce qui rend en fait ces photos encore plus intéressantes. Donc, texte, iconographie, ainsi qu'une attention méticuleuse à la conception et à l'impression du livre sont reconnus mondialement avec l'attribution de l'Aigle d'argent dans la catégorie Beaux-Arts au Festival international du livre de Nice en 1979. Plus de 250 photographies signées par Léo Hilbert restituent les traditions des bergers. Donc, je vous encourage vraiment à feuilleter ces livres et à avoir du plaisir. Et ici, on voit bien le portrait très intense d'un berger de la tribu de Balouji. Et encore, voilà, les couleurs resplendissantes de la soie, la douceur de la laine, les nœuds des tisseuses à Kelardasht, au nord du pays, près de la mer Caspienne, pas très loin des Téhéran. Voilà. Encore les merveilles du paysage et de l'architecture iranienne. Donc, à l'époque bouleversée des oppositions au régime du Shah, il faut faire toute une petite contextualisation de ce voyage. Léo atterrit à Téhéran pour la réalisation du livre avec un choix d'objectifs, d'accessoires, d'éclairage et des trépieds. Et ça, je cite directement ce qu'il avait dit, interviewé, ce qu'il avait raconté, interviewé à la Liberté le 3 décembre 1978. Donc, il dit, le transport par avion obligeait à une sélection très rigoureuse. Mais pour parer à toute éventualité, il fallait prévoir un matériel suffisamment complet. Au total, près de 200 kilos de matériel furent réunis, juste pour avoir une idée, voilà, du transport et du studio Hilbert installé en Iran, en voyage en Iran. Donc, en 7 semaines, telle est la durée du voyage d'Hilbert avec Gan Redan, il parcourt les steppes et les plateaux désertiques pour photographier les chefs-d'œuvre du tapis persan, de Téhéran à la mer Caspienne, du nord du pays au sud, en passant par l'ancienne capitale de l'Empire perse, Isfahan, qu'on voit bien ici, au milieu du pays. Ici, on est dans le bazar historique Kayseriye, excusez-moi ma prononciation en fait de iranienne et on verra après turc, je ne connais pas toutes ces langues, mais et puis ce qu'on voit, on est encore devant la grande mosquée du Shah, toujours à Isfahan. Il traverse le pays aussi du nord-ouest de Tabri. Donc, on voit ici le bazar historique. Tabri est situé vers l'Arménie jusqu'au sud-est du pays, avec la ville de Mahan vers l'Afghanistan-Pakistan. Donc, on voit ici la coupole bleue du mausolée des Nematollah
Valli. Alors, on a dans le fond, conservé à la BCU, des centaines de diapositives couleur Ektachrome qui documentent non seulement le travail pour cette publication, mais plus largement ses voyages au milieu de montagnes peuplées par les tribus des bergers, dans les bazars clairs-obscurs et encore, comme on le voit bien ici, dans le bureau des vendeurs de tapis. Voilà, encore une fois, une indice du temps, une indice de l'histoire. Ces bureaux toujours surplombés par le portrait du dernier chat et de son épouse. Comme on le voit ici, a témoigné une époque destinée à finir quelques mois plus tard. Il s'agit d'un voyage hors des circuits traditionnels qui mène à la découverte des petits villages au milieu de nulle part. Voici leur voiture au milieu des steppes iraniennes. Ici, je vous raconte un peu qu'est-ce que Gan Ruedan avait écrit dans le livre, dans la publication. Donc ici, on est à 60 km d'Isfahan, Talkounche, qui ne figure pas encore sur les cartes routières et possède une architecture curieuse et charmante. Ses habitants y pratiquent la légendaire hospitalité iranienne. À présent, après toutes les recherches que j'ai faites, ce petit village ne figure pas encore dans Google Maps. Donc, à voir. Couché sur un des tapis de Talcounche, Léo s'est fait un autoportrait dans un moment de pause et ce portrait ironique où le photographe devient partie de l'objet d'art photographié dévoile la technique mise en place qu'on va voir juste dans le slide suivant. Cette technique mise en place dans chaque village pour les prises de vue des centaines de tapis. Donc, voilà une photo de backstage avec ces tapis qui sont placés à l'horizontale, normalement à l'extérieur des maisons, avec leurs franges bien alignées, une par une, pour obtenir, après une prise de vue centrée, à l'instar des acrobates, et Léo Hilbert était vraiment un acrobate. Si vous voyez justement la couverture qu'on avait, la photo de couverture qu'on avait choisie pour notre catalogue et pour notre exposition. Donc Hilbert était vraiment un acrobate qui s'est penché du 2e au 3e étage d'une maison. Je m'excuse. Oh là là. Je commence à parler trop. Et voilà. Et il s'est penché du 2e, 3e étage d'une maison, assujetti le trépied à la fenêtre et se concentrer sur les viseurs pour oublier le vertige. Je vais boire de l'eau, hein, excusez-moi. Ouais, et je reprends parce que sinon, ça ne va pas être agréable pour vous. Alors, voilà. Donc, cet homme qui ferait plutôt penser à un fidèle de Mahomet se préparant à la prière vers la Mecque est juste en train de placer ses tapis pour la prise des photos. Donc, cette véritable photo de backstage, représente, d'après moi, vraiment le studio Hilbert déplacé à la fin des années 70 au milieu des steppes iraniennes. Le résultat final, nous le voyons ici dans cet exemple. De tapis Bakhtiar, originaire de Shalamzar, c'est une ville au sud-ouest d'Ispahan, en direction de Bassora, Irak, avec ses géométries et ses couleurs resplendissantes. Donc, splendeur du tapis persan n'est pas encore paru, mais Hirschen, donc le patron de l'Office du livre, est un volcan en éruption continue. Et en été 1978, envoie Léo et Micheline Hilbert presque 3 mois en Turquie pour illustrer
Kunst in der Türkei, paru en 1980 d'abord et en édition française en 1981. L'auteur est Ekrem Akurgal, professeur d'archéologie à l'université d'Ankara. Afin de rentabiliser ce voyage au maximum, Hirschen, avant le départ, met par écrit que Léo Hilbert, je cite directement, on le voit bien sur cette notice de tapuscrite en fait de l'entretien de Jean Hirschen avec Léo Hilbert, datant le 23 mai 1978. Donc, Léo Hilbert devra prendre des photos touristiques tout au long de son voyage que nous espérons pouvoir utiliser pour un guide Turquie. Donc, toute cette documentation que nous allons voir, ça fait également partie du fond. En fait, c'est une documentation très précieuse pour reconstruire en fait les voyages et ça aide énormément aussi pour l'histoire de l'édition et encore pour l'identification des photos. Donc, voici les numérisations de la correspondance entre la maison d'édition et le photographe qu'on conserve toujours dans le fond. C'était pas encore l'époque de Skype, Zoom, WhatsApp, etc. Donc, c'était vraiment le vieux courrier. Donc, c'est pour cela, en fait, que parmi des milliers de diapositives couleurs et négatifs noirs et blancs conservés à la BCU, nous trouvons non seulement des prises, des vues minutieusement étudiées, des objets muséaux, des mosquées, comme celle-ci, la magnifique mosquée d'Edirne, près de la Turquie et de la Bulgarie, ou encore les palais ottomans, comme les palais de Topkapi à Istanbul, mais aussi pas mal de photos on the road. Donc, à bord de leur Citroën, Léo et Micheline s'embarquent à Ancône, traversent l'Adriatique, le canal de Corinthe, l'Égée et arrivent à Istanbul, comme documenté dans leur cahier de voyage manuscrit, qu'on voit ici, toujours conservé dans le fond. Et encore, toujours dans le fond, on trouve le billet de ferry de Micheline et Léo Hilbert, donc ce billet de ferry Ancône-Istanbul. Et donc encore à bord du ferry Trouva de la Turkish Maritime Lines. Et encore, ce qu'on retrouve, des photos de voyage dans le Kurdistan turc avec leur Citroën avec plaque fribourgeoise, un peu comme la mythique Fiat Topolino de Nicolas Bouvier avec plaque genevoise, photographiée à plusieurs reprises au milieu de l'Anatolie aux années 50. Alors, dans leur Citroën, les Hilbert transportent 6 valises de matériel photographique déclarées à la douane. Et voici la liste très précieuse conservée dans le fond. Châssis pour Polaroid, film, appareil obturateur Sinar, objectif Simar, sonar, distagone et planar, lampe, trépied, câble, posemètre, voltmètre, flash, torche Brown Hobby, etc. De Fribourg à Istanbul, de Ankara à Konya, à travers la Cappadoce, d'Izmir à Bursa jusqu'à Fribourg, en tout, ils avalent 9750 km, d'après la documentation de Léo destinée à l'éditeur. Dès qu'ils sortent des grands centres d'intérêt artistique, Léo et Micheline laissent de côté le style épuré de la photographie d'architecture et des studios et deviennent des photoreporters, toujours en mouvement. Avec souplesse, leur appareil se faufile dans les voitures d'un mariage traditionnel à Divriği, dans l'Anatolie centrale,
et les regards pénétrants de la jeune épouse, enfin, n'a pas besoin de beaucoup de mots, en fait, de commentaires. Ils immortalisent des enfants jouant dans la rue ou priant à la médersa de Konya. Des troupeaux de moutons bloquant la route en Cappadoce, dans la vallée d'Ilara. Malheureusement, ces images n'aboutissent à aucun projet éditorial, donc ce fameux projet de guide de voyage sur la Turquie, contrairement aux accords. Mais je vous laisse vraiment apprécier, profiter de ces magnifiques images en fait, des moutons, des chars, enfin, de ces couleurs incroyables et atmosphère orientale, mystique. Et là, on change. Vraiment, bienvenue en Égypte, bienvenue dans le trafic chaotique et coloré du Caire. Donc, la collection des guides touristiques de l'Office du Livre voit de toute façon la participation de nombreux photographes, dont aussi Léo Hilbert, mais pour le guide mondial de l'Égypte, en fait, qui est publié en 1981. Donc, mis à part les clichés des pyramides, des fouilles et des temples à Karnak et à Abu Simbel, Hilbert restitue l'image de l'Égypte contemporain du régime d'Al-Sadat. Encore une fois, vraiment, on va voir dans les prochaines slides cette dimension historique entre tradition et ouverture vers l'Occident avec les accords de Camp David qui venaient d'être signés en 1978. S'est promené au Caire et tombé sur l'affiche du premier film de Spider-Man qui vient de sortir ou encore sur un vieux fumeur de narguilé avec une bouteille de Pepsi à côté, on voit bien l'étiquette. Pepsi venait d'être importé justement dans le pays. Tout cela constitue une nouvelle expérience de dépaysement qu'il ne faut pas rater. Ces photos sont bien d'ailleurs publiées dans ce guide touristique de l'Égypte. Alors, les voyages d'Hilbert pour l'Office du Livre ne s'arrêtent pas au Moyen-Orient. Ça va suivre le tapis des Chines en 81, beauté du tapis d'Orient en 83 et les tapis des Andes en 84. Et cela confirme la collaboration d'Hilbert avec le spécialiste neuchâtelois Gan Redin et la maison d'édition fribourgeoise. La correspondance entre Léo et Gan Redin du 26 décembre 1980 nous atteste que les diapositives des tapis chinois ont été transmis à l'auteur du livre et à l'éditeur, dont les archives ne sont plus accessibles. Donc voilà la correspondance manuscrite et à témoigner ce travail sur les tapis chinois. Dans le fond, il nous reste qu'une douzaine de négatifs de tapis traditionnels, comme on le voit ici. Au contraire, au retour, de retour des Landes, Hilbert garde chez lui des centaines de diapositives couleurs. Du Cachemire au Rajasthan, en passant par Agra et les Taj Mahal, la finesse de géométrie des tapis moghols se retrouve également dans les images d'Hilbert. Ici, les jardins du célèbre Taj Mahal pour une prise de vue totalement insolite sur le plan d'eau devant le mausolée. Donc, une prise de vue complètement différente des clichés auxquels nous sommes habitués. Ou encore, pour rester toujours au Taj Mahal, donc les dépôts de chaussures à l'entrée et la mise en abîme, le fait de photographier un photographe en train de photographier des touristes. Ici, on est dans l'observatoire Jantar Mantar de Jaipur, au Rajasthan.
Et à droite, on voit la colonnade de l'entrée au temple d'or, lieu sacré des Sikhs à Amritsar, près du Pakistan, avec toutes ces lignes et colonnades épurées. Alors, moi, je me suis tellement amusée, j'ai eu tellement du plaisir dans l'identification de toutes ces photos parce que ça m'a permis également de voyager en Inde. Je n'étais jamais en Inde et merci Hilbert pour cela. Et puis, bien sûr, le travail fait sur les tapis avec ce tissage d'un tapis moghol, dans ces cas-là par des enfants, a témoigné encore quand même les conditions de travail, pas évidentes en fait, aussi pour les enfants, accompagné d'un nombre repas d'oignons. D'autres voyages des Hilbert sont copieusement documentés dans le fonds à la BCU. On a plein de classeurs remplis des dias d'Italie, d'Espagne, Portugal, Bretagne, Israël, États-Unis, etc. Juste pour vous citer quelques destinations. Et ici, c'est les dômes du Rocher faisant partie du complexe de la Grande Mosquée de Jérusalem. Donc, juste parfois pour vacances, parfois pour des travaux commissionnés, les Hilbert sont toujours en mouvement, ne quittant jamais leur appareil photo. À Singapour, ils sont envoyés pour illustrer l'exportation des produits laitiers crémeux au Furama Singapore Hotel. Et ici, c'est la numérisation de la carte produite pour l'entreprise. Donc, Crémont à Singapour, photo de Léo Hilbert au Furama Singapour Hotel. Et voilà, un peu, je voulais vous montrer ce contraste, en fait, des deux diapositives originales. D'un côté, on voit bien les photos posées des chefs étoilés de l'hôtel. Et de l'autre côté, voilà, les photos de marché dans les rues de Singapour. Alors, comme en Iran, en Turquie, en Égypte, Hilbert se faufile partout où il entend du bruit, où il voit de la vie. Et ici, on voit un théâtre de rue de Singapour. Au Bahreïn, le couple s'intéresse aux stations touristiques et aux hôtels dirigés par le Suisse Joseph von Cross, en illustrant des brochures publicitaires affichant le développement du tourisme globalisé et de masse. Voici l'hôtel Ramada à Manama, donc la capitale du Bahreïn, dirigé par l'homme d'affaires suisse. À droite, on voit un banquet dans l'hôtel avec une seule femme entourée d'hommes et une femme non voilée. Donc ça aussi, ce sont quand même à chaque fois des petits détails aussi au niveau sociologique. Et toujours ce contraste très net avec les photos posées d'intérieur et les photos de rue, en fait, où on voit les gens dans la rue avec le traditionnel vendeur d'été et les rayons géométriques dans tout petits magasins. Aux Émirats, donc ici on est à Abu Dhabi, le portrait d'une femme avec niqab folklorique. Donc, porter du masque déjà obligatoire. Au Qatar, Doha, dans le désert, avec l'ombre de deux photographes qui s'amusent bien et donnent vraiment l'idée joyeuse de de ce couple, en fait, toujours en mouvement, toujours dynamique et voilà, qui a du plaisir vraiment dans leur travail et dans leur vie. Et encore, voilà, le désert du Qatar. À Bali, dans les années 80. Donc ici, on est dans un hôtel à Nusa Dua,
en faisant des brochures touristiques et ils illustrent les changements du tourisme de masse et de la mondialisation. Donc, avec ces grands hôtels voilà, internationaux ouverts à tout le monde qui maintenant peut bouger en fait. Puis le contraste avec Célèbes. Donc, j'ai déjà cité ça au début de la conférence, de cette soirée diapo. Donc, leur dernier grand voyage du couple est sur l'île indonésienne de Célèbes. Et voici des photos de marché dans les rues avec des détails comme on voit ici, poisson pêché et puis voilà les produits, l'alimentation. Donc, en vacances, en voyage au pays de Toragia, les Hilbert, ce sont des ethnographes par hasard. Ils sont fascinés par les rituels ancestraux de ce peuple animiste, loin de la civilisation occidentale. Ils assistent au sacrifice de buffles transportant l'âme des défunts jusqu'aux cieux. Les résultats en images est d'après l'hommage de manuscrit de leur ami l'artiste Yoki, je cite directement, un reportage insolite capté par un Léo disponible à accueillir aussi bien l'étrange que le merveilleux. Il nous fait assister aux mystérieuses funérailles prescrites par une religion primitive adorant les forces occultes et les esprits et attribuant aux choses une âme analogue à l'âme humaine. On y voit du sang partout. C'est un rituel qui a l'air à la fois cruel, mais d'être tellement naturel et en même temps spirituel, auquel toute la communauté y participe, enfants compris. Donc, vraiment, ce dernier grand voyage, juste après vraiment le départ des Léo. Alors, comme dans les cas des commanditaires et des publicités fribourgeoises, Micheline continuera l'œuvre ainsi que les collaborations éditoriales des Léo en illustrant notamment le tapis du Caucase de Gand Rodin, publié toujours par l'Office du Livre en 1986 et en mettant à profit toute l'expérience cumulée au fil des années aux côtés de son mari dans la photographie de ces objets d'artisanat. Après la mort d'Eléo, elle ne cessera pas de voyager et partira à la découverte de l'Amérique du Nord, dont on conserve bien sûr encore pas mal de clichés. Donc, le voyage on the road ne s'est pas arrêté non plus ce soir, malgré toutes ces années qu'on a passées. Maintenant, on recommence à revivre gentiment. Donc, c'est grâce aussi à ces dias qu'on a pu voyager encore ce soir dans l'espace et dans le temps. Merci de votre attention. Avant de laisser la parole et d'avoir des échanges magnifiques, je crois, j'espère bien avec vous, je vous signale encore des liens utiles. Donc, voilà, l'application photo sur le site de l'État, sur le site de la BCU, où on peut retrouver en fait ces images, voire recommander les images de toutes les archives iconographiques qu'on conserve ici. Et encore, voilà, le lien où on peut commander le catalogue de l'exposition. Donc, cette publication Studio Hilbert, Léo Micheline, photographe en mouvement. Donc, on peut tout retrouver sur le site de la BCU, fr.ch/BCU. Et puis, vous serez guidé en fait à retrouver les fonds photographiques et les anciennes expositions. Alors, merci. Alors, je vais sortir
du diaporama et revenir à moi. Voilà. Merci beaucoup, Sarah, pour cette magnifique présentation. Donc, les questions sont ouvertes. N'hésitez